Ce soir, à Mille et une vies. On est mélangé avec eux autres, puis on le sait pas parce que ça n'a jamais été rendu officiel. Le comédien Roy Dupuis explore l'important métissage entre la culture des colons français et celle des Autochtones. C'est spécial comment on a perdu ça, ce goût-là de parler de nos origines. À travers des entrevues avec des historiens. Champlain va souhaiter que nos fils, les Français, marient des Amérindiennes. Des Amérindiens. Tu sais, dans ces années-là, là, les premiers arrivants, eux autres apprenaient à parler nos langues plutôt que l'inverse. Le film tente de démontrer que ce métissage se répercute dans le mode de fonctionnement de toutes nos organisations et jusque dans l'appareil juridique. Le juge médiateur va partager le pouvoir avec les autres et vous nous ramenez au cercle amérindien. Je trouve ça extrêmement intéressant comme image. Ce soir, à Mille et une vies, l'empreinte. Champlain est arrivé là, à Pointe-à-Mathew, et c'est là qu'il a rencontré le chef Anadabijou. La Pointe-à-Mathew, c'est la première? Ce n'est pas la première, c'est celle qui est la plus éloignée. Ah, la plus éloignée là-bas, OK. Une part de moi-même m'échappe. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. Et bientôt, je ne vivais ni ne pensais plus comme un Français. J'étais devenu Canadien. Du mot iroquois, Kanata. Ma tribu s'est donné d'autres noms depuis. Canadien français, puis québécois. Mais dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, quelque chose s'est dérobé. Un fil s'est rompu en chemin. Ce n'est peut-être pas un hasard si la question de notre identité ressurgit constamment dans notre histoire. Comme si aucune réponse ne nous avait encore pleinement satisfait. Si j'arrivais ici, moi, en 1603, si j'étais Champlain, je verrais quoi? Ça serait comment? Tu arriverais par ici là, le 27 mai 1603, puis tu t'approcherais en canot là, de cet endroit-là où il y a une plage, puis tu verrais en haut un grand chapoutoine, c'est-à-dire une grande tente, dans lequel il y avait un chef, Anadabijou, puis une centaine d'hommes. Champlain arrive ici avec un mandat du roi de France pour conclure une alliance avec les Montagnais, dans lequel le roi leur demande si des Français peuvent s'établir sur leur terre, celle des Montagnais, donc on reconnaît que ce sont les terres des Montagnais, et ils se sont intégrés dans une alliance qui était celle des Inuits, dans laquelle ils ont joué un rôle de plus en plus important, mais toujours à partir de cette base qui est celle des Inuits, et qu'ils ont ultérieurement élargie, mais c'est toujours la même alliance. Quand on parle de l'alliance franco-amérindienne qui dure au 17e, 18e siècle jusqu'à la conquête, c'est le déploiement de cette alliance qui est fondée ici. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que notre histoire commence ici. C'est pas à Québec que ça a commencé. C'est pas à Québec que ça a commencé, c'est ici. On pourrait dire aussi que ça a commencé il y a 10 000 ans, parce que l'arrivée des Européens ne se réalise pas dans un continent vide, elle se réalise dans un continent qui est connu, qui est parfaitement habité, qui a ses traditions culturelles, ses traditions politiques, qui représente une civilisation, donc une grande profondeur culturelle, une grande profondeur de la mémoire, et ça fait partie de notre histoire. Et est-ce qu'en arrivant, on respecte ces traditions-là, au départ? Absolument, les Européens n'ont pas le choix. S'ils veulent faire une alliance, ils doivent la faire sur le mode des gens du pays. Il faut prendre la couleur du pays. Cette approche-là, cette façon de faire, là, cette rencontre-là qui a eu lieu, semble être différente des histoires qu'on a entendues par rapport à la conquête, finalement, de l'Amérique du Sud par les Espagnols, ou même la façon dont les Anglais sont arrivés en Amérique.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a Oui, une différence entre cette oui, façon de oui, faire-là oui, il y a une différence parce que l'établissement des Français ne démarre pas par la conquête du territoire et par des guerres avec les Autochtones. Ça commence par des alliances avec des Autochtones. Et comme les Autochtones exigent qu'il y ait des mariages, ben, il faut qu'il y ait des mariages entre les Français et les Indiens. Parce que ça, c'est la façon de faire américaine. C'est la façon de faire. C'est un mariage. C'est la façon un de faire véritable amérindienne. mariage, on parle. Là. Et Champlain va souhaiter que nos fils, les Français, marient des Amérindiennes et que nous fassions un seul peuple. Et ça, c'est unique. On n'a pas ça en histoire coloniale ailleurs, ce projet. Ce qui veut dire qu'il y a une proximité nettement plus grande entre les Autochtones et nos ancêtres, les colons français, que dans les autres colonies. À cet égard, c'est un trait distinct de notre histoire coloniale et un trait dont on aurait raison d'être fier plutôt que de l'occulter. On croit bien connaître ce qui nous est familier. Puis on s'aperçoit un jour qu'on a regardé sans voir, que l'essentiel nous a peut-être échappé. Chose curieuse, tandis que beaucoup de nations imitent les coutumes françaises, je remarque qu'ici, ce sont les Français qui, en mains égards, suivent les coutumes des Indiens avec qui ils ont des rapports journaliers. Ils fument dans des pipes indiennes, un tabac préparé à l'indienne, et portent charretières et ceintures comme les Indiens. Ils leur empruntent aussi leurs canaux d'écorce et les conduisent à l'indienne. Ils ont adopté aussi beaucoup d'autres façons indiennes. Un monde nous sépare aujourd'hui des Premières Nations. En apparence, du moins. Mais dans la proximité quotidienne des premiers 150 ans, il y a sûrement quelques façons de faire ou de penser qui ont séduit nos ancêtres. À l'époque, il y a eu plusieurs écrits des Français qui sont arrivés ici qui ont été surpris de ne pas voir de pauvres, de voir des gens tous égaux. Puis l'inverse aussi, des rapports d'Amérindiens qu'on a emmenés en Europe qui ont été surpris de voir qu'il y avait des gens avec énormément de richesses, puis d'autres vraiment très pauvres, des inégalités sociales importantes. Oui, ça, c'est dans les sociétés dans lesquelles on vivait, nous autres, c'est qu'il n'y avait pas cette disparité-là. Là. Il n'y avait pas de classe sociale. Ou tu étais pauvre, tout le monde était pauvre, ou tout le monde était riche, puis on avait plein de biens, puis à ce moment-là, on est, tu sais. Mais, puis le prestige, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas avec l'accumulation de biens. Donc, les gens, souvent, les Français, quand ils venaient ici, dans les sociétés, que ce soit les missionnaires ou les autres, bien, ils cherchaient le chef parce qu'ils pensaient que le chef, c'était celui qui avait le plus, un peu comme en Europe, le roi. Ou, bon. Donc, on cherchait quelqu'un qui avait beaucoup, alors qu'on souvent, on était surpris de voir que le chef, il y avait moins que rien. Là. Parce que s'il était chef, souvent, c'est parce qu'il distribuait tout, donc lui, il n'y avait plus rien. Puis il habitait dans des choses bien ordinaires, il y avait rien de spécial qui le distingue des autres, en fait. Mais c'est sûr que le rapport n'était pas le même. Le rapport à l'autorité, c'était pas... On ne peut pas comprendre que quelqu'un peut avoir de l'autorité sur des personnes. Ça, des responsabilités, un rôle justement, de faire en sorte d'amoindrir les conflits, de faire en sorte que les gens se parlent, mais avoir une autorité puis décider à la place de... Et d'élever les enfants dans cette liberté-là, c'était pour inculquer quelle valeur? À la base, vous vouliez quand tu dis c'était pour en faire de vrais êtres humains, c'était quoi un vrai être humain? Un vrai être humain, c'était quelqu'un qui était respectueux des gens avec qui il se trouvait,
Donc, respectueux des aînés, respectueux de ses parents, respectueux des gens autour, mais pas un respect dans la crainte. Pas un respect, parce que là, on dit, ben il faut respecter l'autorité. Tu sais, mais c'est pas ce genre de respect-là. Respecter dans la crainte, c'est pas du respect, là. Respecter dans la valeur, parce qu'il y a une valeur derrière ça. Respecter ce qui nous entoure. À partir du moment où tu as le respect, le reste suit. L'harmonie, Ben moi, je pense que oui, c'est la base. Le respect. Bien sûr qu'on peut rajouter d'autres valeurs, comme par exemple le partage. Puis ça, c'est pas la générosité là, qui est arrivée ensuite. Il faut être généreux. Ça n'a rien à voir. Le partage, c'est vraiment de dire ce qu'on a, on le met à la disposition des autres, parce que quand nous, on aura besoin, on va aussi pouvoir avoir ce même partage des autres. On dit souvent que les Québécois ont un problème avec la richesse. Ne serait-ce pas plutôt une trace heureuse de cet esprit d'égalité amérindien? Ça sent l'épinette, mais en pas trop parce que ça, c'est fait à partir d'huile essentielle d'épinette noire. Puis ça sert à quoi? Un peu. Ça sert quand tu vas à la chasse, là, si tu veux te camoufler dans le bois, tu te mets ça sur toi, tu sens l'épinette. Pour pas que les animaux sentent? Ouais, les animaux, ce qu'ils voient, ils disent « Ah, t'es un humain déguisé en épinette. » Ils disent ça? Ouais, ils sont ça, t'es un épinette. En fait, la coop forestière Girardville, dans mon nom d'entreprise, j'ai Girardville, tu sais, donc au niveau de l'ancrage territorial, puis je suis une coopérative, donc on peut pas vendre une coopérative. Ça appartient aux gens du milieu, ça appartient aux travailleurs. Je peux pas arriver et dire je vais faire un coup d'argent, me ramasser toute la ressource qu'il y a là, me vendre l'entreprise. Ou ben non, je fais un coup d'argent, puis après ça, quand il n'y a plus de ressources, je m'en vais en Ontario, refaire la même affaire là-bas. Moi, là, il faut que je vive ici. Tu sais, Girardville, c'est à Girardville. Il faut que je vive des ressources ici, il faut que j'aille une vision long terme tout le temps. Il a Il y a 100 tonnes. Ça, c'est notre bois, nous autres, ça. Ça a grossi. Il y a juste du 16 pieds là-dedans. Ça, c'est une belle épinette. Oh, oui. J'ai commencé à 18 ans en forêt avec mon père, puis depuis ce temps-là, je vais m'arrêter. Puis tu vois-tu une différence en faisant partie d'une coop? Y a quelque chose qui... Ben oui, si je veux pas, c'est comme un peu à toi. Même si c'est pas comme un propriétaire qui essaie de s'enrichir. C'est pas comme un propriétaire qui essaie de s'enrichir. Je veux pas, si la coop fait de l'argent, je fais partie de la coop, donc je fais de l'argent en même temps. Les grosses compagnies nous ont comme tassés ces derniers temps, là. Puis nous autres, je pense qu'eux autres, ils vont être plus près de leur monde que ces grosses compagnies-là, d'après moi. Jusqu'à date, c'est un petit peu ce Oui, que tu retrouves. On est capable de parler aux patrons tout le temps, là. Nos patrons, on les appelle quand on veut, on leur parle quand on veut, on les voit quand on veut. Même quand tu veux pas les voir. Même quand on veut pas les voir. L'Assemblée générale, c'est important parce que là, vous mettez votre chapeau de propriétaire d'entreprise. Puis si vous me dites aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau du privilège que vous avez, que vous n'êtes pas en mesure de vous donner parce que c'est trop de bonheur, bien, c'est pas de problème, je vais regarder pour le mettre à 3 heures. Même 4 heures. 3-4 heures. Donc là, nous autres, on va travailler là-dessus, là, à l'interne, puis on va arriver avec une proposition qui va permettre au plus de monde possible d'y assister. Moi, la coopération, j'y crois fortement. Là. Je trouve que c'est tellement un beau modèle d'affaires s'il est bien utilisé. Là. Moi, j'ai pas plus de droits de vote. Je suis membre propriétaire à même titre. Je suis directeur général. Je suis membre propriétaire à même titre qu'un reboiseur qui travaille 16 semaines par année, qui paye peut-être moins par année de cotisation à la coop, mais au bout de la ligne, il a le même droit de vote que moi parce que c'est basé sur une démocratie qui est basée pas sur le capital monétaire, mais sur le capital humain. Il y a une coopérative à Tikamek qui a été créée il y a
le 3 ans ou 4 ans, Coop Internation, que ça s'appelle à Aubaie-de-Joanne. Ça fait des années, il y avait de la misère à avoir des contrats. On leur a donné des contrats de reboisement. On a fait des partenariats, on les a passés des camps, on les a assistés dans le démarrage de leurs entreprises. On a travaillé avec eux. C'est intéressant de travailler avec eux. Puis, à quelque part, on n'a pas le choix. Là. Le territoire, c'est le territoire des Inuits pareil. Là. Donc, toi, as-tu des Inuits dans la famille? As-tu des liens avec... Oui, mais j'ai pas le droit de le dire. C'est pas dans ma... J'ai pas de carte. Mais tu as le droit de le dire? Bon, j'ai le droit de le dire. Je connais rien en généalogie, mais je sais que moi, dans ma généalogie, j'ai des Autochtones certains. Ah ouais. Je n'ai éprouvé l'arrière-grand-parent. Tu sais, quand t'as pas de nom dans une généalogie, là, que t'as, mettons, père inconnu ou des affaires de même, des fois, là, c'est pas trop. Ouais. C'est spécial comment on a perdu ça, ce goût-là de parler de nos origines. On n'en parle plus de ça. Étudiant aux États-Unis, une place qui s'appelle Rochester, New York. Puis il avait recruté le plus grand penseur formel en sciences politiques, c'est-à-dire formel, je parle à un gars qui maîtrisait la logique formelle, les mathématiques, les statistiques, ce genre d'affaires-là. Ça s'appelait William Riker. Lui, il avait trouvé un jeu, il faisait jouer des gens, et moi, j'étais son assistant là-dedans. Okay? Le jeu, en gros, consistait en quoi? C'est un jeu à 3 personnes. Et les joueurs étaient placés dans une position asymétrique, c'est-à-dire que le joueur A, par exemple, il était placé pour gagner moins, même s'il jouait très bien, parce qu'il faisait partie de coalitions qui étaient moins payantes. Les Américains, eux autres, ils jouaient puis ils aboutissaient à un résultat qui respectait ça, c'est-à-dire qui respectait le fait qu'il y en a un qui était moins bien placé, l'autre était très bien placé, l'autre était entre les deux. Et donc, la règle du jeu les emmenait à ce qu'on appelle une égalité proportionnelle, c'est-à-dire une égalité qui était proportionnelle à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Alors moi, je revenais à Montréal, et puis là, mon plan de travail, c'est j'ai dit, je vais essayer de faire des jeux au Québec. OK. Et c'est comme ça que j'ai fait ces jeux-là, qui est devenu ma thèse de doctorat. Mais j'avais pas d'expectative. On s'attendait, William Riker puis moi, que ça soit la même chose. Bon, là, on va essayer pareil, tu sais. Et puis là, quand je suis arrivé au Québec, on a constaté que les Canadiens français, comme on disait à l'époque, ils jouaient à ce jeu-là de façon très différente. Les Canadiens français, eux, ils ont trouvé une façon de s'entendre 2 par 2, mais de s'entendre sur une chose qui faisait qu'ils faisaient toujours la coalition la plus payante. C'est B puis C, OK? Mais là, A ne s'objectait pas parce que c'était entendu avant. Et que moi, quand je payais, que je donnais 6 piastres à B et à C, ils se reviraient de bord et ils donnaient chacun une pièce à A. Fait que tout le monde avait 2 piastres, à tout coup. Et donc, ça correspondait à ce qui s'appelait l'égalité absolue, l'égalité numérique, l'égalité ou l'égalité tout court. OK. Mais ça, ces résultats-là que tu as eus au Québec, là, tu t'attendais pas à ça? Non, pas en tout. Alors, j'ai ramené ça là-bas, puis on dit, ça, là, c'est bizarre. C'est comme pré-développement. C'est comme arriéré. Et là, moi, je lui disais, écoutez, tu peux pas avoir de façon plus rationnelle que de penser collectif, d'aller chercher le maximum en prenant le poids du groupe, en agissant les 3 collectivement, puis ensuite de le répartir entre tout le monde. Tu peux pas être plus riche que ça. Il répondait quoi à ça? Ah, il répondait pas à ça. Mais pour toi, ça disait quoi? Ces résultats-là démontrent quoi? Selon moi, ça donnait une indication assez précise que les Québécois, dans leur tête, ils conçoivent la communauté comme étant plus importante que l'individu. L'individu est perçu comme étant un membre du groupe, et donc le groupe est plus important. Ça veut dire que
Et donc, si tu penses comme ça veut dire que tu fonctionnes à rebrousse-poil du système dans lequel on vit à l'heure actuelle, dans lequel on a vécu de plus en plus depuis un grand nombre d'années. Oui, ça semble. Où chaque individu est le cœur de l'affaire, puis doit essayer de ramasser le plus pour lui-même, etc. Puis ça, c'est supposé desservir la communauté. Si chacun tire la couverte de son bord le plus possible, la communauté est supposée en tirer un grand bien. Alors que la pensée dont je te parle, elle est à l'inverse. Elle dit, faut que tu penses à la communauté avant, puis les individus passent après, etc. Et ça a des conséquences terribles, là, quand tu y penses comme il faut, là, au plan économique, au plan politique, etc. Là. Le Québec se distingue en voulant faire de la social-démocratie en Amérique du Nord. Souvent, on a des nouvelles qui arrivent des États-Unis puis nous disent que les écarts entre les riches et les pauvres augmentent. Puis on a tendance à vouloir importer le problème américain en sol québécois. Il est moins là, en sol québécois, le problème. Ou en tout cas, on lutte mieux contre ce problème-là au Québec. Donc, il y a un poids de la fiscalité. Il y a souvent des débats, est-ce que la fiscalité est plus élevée au Québec? Oui, le poids, la place qu'occupe la fiscalité dans l'économie québécoise est plus importante que dans le reste du Canada, est plus importante qu'aux États-Unis. Par contre, après ça, c'est pas juste de l'argent que le gouvernement prélève, il ne le jette pas dans le caniveau. Une fois qu'il a prélevé cet argent-là, il fait des services publics. Donc, quand on dit fiscalité, on dit impôts, on dit taxes, on dit... Oui, moi, si on fait ça simple, l'ensemble des prélèvements obligatoires demandés par l'État, c'est de la fiscalité. Par contre, il y a une autre méthode aussi qui, des fois, qui peut nous servir pour calculer. C'est l'OCDE qui a développé ça. Ils appellent ça la charge fiscale nette. Ils prennent l'impôt sur le revenu, ils rajoutent les cotisations sociales et ils soustraient les prestations qu'on reçoit de l'État sous forme de chèque. Donc, ce qui rentre dans la boîte aux lettres. Là, t'sais. Quand on prend ça ici et on dit « Vous gagnez 42 000, vous êtes un couple avec 2 enfants », ici, on a une charge fiscale négative. Ce qui fait que l'État nous envoie plus de chèques qu'on paie en cotisations sociales et en impôt sur le revenu. Il n'y a aucun autre pays du G7 qui se retrouve dans cette situation-là. Donc, ce que tu me dis, là... Ça veut dire que pour les gens à revenus relativement modestes, il te reste plus d'argent dans tes poches qu'avant que l'État intervienne. Donc, on pourrait dire que c'est une société qui a choisi d'être plus égalitaire, de partager un peu plus. Tout à fait. Ça veut dire que les écarts entre les riches et les pauvres sont moins grands au Québec parce qu'on est dans le tiers des juridictions qui performent le mieux dans les pays de l'OCDE. Okay. Après impôts et transferts, toujours. Ça veut dire que la fiscalité sert à atténuer ces écarts-là. Il y a des enjeux sur lesquels nous nous accordons si bien qu'ils font l'objet de votes unanimes à l'Assemblée nationale. Ces sensibilités communes doivent avoir des racines bien profondes. C'est le fun parce que dans la Maison de la solidarité, ici, là, il y a beaucoup d'organismes communautaires. Tu sais, fait que, mettons, tu rentres dans la Maison de la solidarité, tu as beaucoup de services qui sont offerts à toi. Puis M. Georges, lui, ça fait 3 ans qu'il est à Bouffelle. C'est ça, M. Georges, 3 ans? 4 ans, M. Georges. Lui, c'est notre chauffeur, notre livreur, notre commissionneur. C'est différent. M. Georges il arrive de la Colombie, M. Georges. 7 ans. 7 ans qu'il est au Québec. Il est arrivé, il a aimé ça, il est resté. Ici, là, tu peux être un premier ministre, puis tu peux être un clochard. Quand tu vas rentrer dans la bâtisse ici, là, il n'y a pas de différence. Ils vont te serrer la main, ils vont t'aider, ils vont être là pour toi. Ce que tu portes, ce que t'es, c'est pas grave. T'es une personne, c'est ça qui est important, puis ils vont t'aider. T'as juste besoin de manger, de te laver, de remonter, de souffler. Ils sont là pour ça. Tu veux faire plus, on va faire plus. Mais tu veux pas faire plus, on va faire juste ça. Puis je juge pas par rapport à ce que tu veux faire. Ah oui, laquelle? Tu me conseilles mon petit peu noir, s'il vous plaît? C'était la
travaille dans un logement. Au Québec, c'est assez exceptionnel. Le gouvernement finance les organismes communautaires sur la base de leur mission globale et non pas sur la base de services. On travaille sur la globalité de la personne. Le communautaire a toujours exigé ça, ce qui s'est maintenu au fil des années, ou encore aujourd'hui. C'est presque 80 du financement des organismes communautaires, du financement à la mission qu'on appelle ça. L'organisme est autonome, on appelle ça l'action communautaire autonome. Et partout dans le monde, ça n'existe pas, un réseau communautaire comme ça ailleurs. C'est quelque chose qui est très particulier au Québec. Ceux qui connaissent la ruralité et l'histoire du Québec savent que les villages du Québec étaient isolés l'un de l'autre et travaillaient en communauté. S'il y en a un qui passe au feu, tout le monde se met ensemble. Et la recherche aussi par le fait même de dire, on peut-tu ensemble trouver la solution? Et ce ensemble trouver la solution, ça, je pense que ça nous vient d'abord de quelque chose qu'on était ramassé dans nos cultures par le métissage ou, à tout le moins, le côtoiement de la culture amérindienne. Tu parles de quoi exactement? Tu peux s'identifier leurs valeurs, leur façon de faire? C'est quoi? Ben, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu reconnais dans le communautaire? L'idée du consensus puis de travailler pour la collectivité. L'idée de la solidarité. Je dirais, ça m'a pris un certain nombre d'années avant de le voir, ça. Il a fallu d'abord que je côtoie. Puis j'ai commencé à essayer de comprendre, c'est quoi au Québec? C'est quoi la relation qu'on a avec les Autochtones? Parce que ce qu'on voit dans les journaux, c'est pas une relation nécessairement très jolie. Si tu vas à cette île, tu traverses la rivière Moisy, tu vois bien qu'il y a des deux bords entre la réserve, ça se parle pas au monde, dans l'eau de là-dessus, tu vois, même. Il y a quelque chose de bizarre. Puis je disais, pourtant, mais moi, du côté de ma famille, c'était des coureurs de bois. Il y avait même un gars qui allait accoucher les Amérindiennes, mon grand-père, et il ramenait quelque chose. Il ramenait pas juste, je sais pas, une plante qu'il pouvait faire pousser puis il découvrait une nouvelle plante. Il ramenait des pratiques aussi. Il ramenait des façons de faire dans le monde. Et ça n'a pas été très documenté, mais quand je me suis mis à regarder comment ils fonctionnaient, comment eux fonctionnaient, d'un coup, j'ai réalisé, sais-tu, en fait, ils fonctionnent exactement quand on développe, quand on parle de communautaire, nous autres. Puis pourtant, c'est pas nous qui l'avons amené, ça. Et donc, dans ma tête... Puis le religieux, l'Église n'avait pas cette façon-là. L'Église nous réunissait un groupe de citoyens, mais l'Église était une structure organisée, puis il fallait que tu rentres dans des règles très, 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 très précises. Et puis, donc, il a fallu... J'ai commencé à comprendre qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Puis je suis pas sûr qu'au Québec, on l'accepte encore complètement. On a cette influence-là qui est forte. Elle est forte pas juste parce qu'on a appris d'eux autres, mais parce qu'on est mélangé avec eux autres, puis on le sait pas parce que ça n'a jamais été rendu officiel. Toi, t'es Innu. Moi, je suis Innu. De? Pessamit. Puis il y en a beaucoup d'Innu aux yeux bleus? Non. C'est assez rare, hein? Moi, je pense que t'es la première que je rencontre. Ouais. Innu aux yeux bleus? Innu aux yeux bleus, ouais. Il y a ma mère adoptive qui me regardait des fois, puis elle disait, « T'es-tu sûre tu vois clair avec cette couleur de yeux? » Elle devait se demander si tu voyais les mêmes couleurs qu'elle. Ouais. J'ai dit, bien oui, comme toi. Mais... Ta mère adoptive était Innu, évidemment? Innu de Natashquan. OK. Et pourquoi adoptive? Parce que quand des Indiens sont comme ça, hein, ils adoptent beaucoup. C'est facile pour eux. Ils s'échangent les enfants, ils voilà. se les partagent. Mais tu sais qu'est-ce qui se passait? Il y a peut-être, même encore, ça se passe comme ça à la romaine. Tu vois, quand ton fils, là, se marie, mais le premier garçon qu'il a, il faut que tu le donnes à ta mère. Non. Donc, habituellement, ce que ça voulait dire, c'est que le premier fils que tu donnais, il devenait le fils de sa grand-mère. Hein? Parce que tes parents vieillissent, alors tu vas être là pour chasser pour eux. Ah, OK. C'est pour ça. C'est pratique. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être toi, tu passerais tous tes étés à Natashquan, peut-être quelqu'un t'adopterait.
Oui, on me dit que c'est Ouais. toujours possible encore de se faire adopter. Ben oui. Tu vois, par exemple, les premiers Européens, là, il a bien fallu que les Indiens les adoptent pour survivre. S'ils n'avaient pas été aidés par des Indiens, il y aurait eu bien de la misère à survivre en hiver. Moi, ce que je pense, là, qui les a séduits, c'était la liberté. Tu sais, c'est de vivre avec les saisons, de vivre au jour le jour. Puis au niveau des relations humaines, est-ce qu'il y a des choses chez la façon de vivre des Amérindiens qui a dû plaire aux Français quand ils sont Mais moi, arrivés? je pense... Tu parles de liberté, mais il y avait quand même... Ben, la liberté sexuelle, la liberté, tout, quoi. Tu sais, parce Les que Amérindiens étaient beaucoup plus libres au niveau de la sexualité? Ben oui, ils étaient beaucoup plus libres. Pourquoi ils n'avaient pas le péché derrière la tête? Fait que, tu sais, donc, des femmes avec qui ils étaient, c'était des Indiennes. Donc, ça a dû être ça, les premiers métissages. Tu sais, dans ces années-là, là, les premiers arrivants, eux autres apprenaient à parler nos langues plutôt que l'inverse, comme ça se passe aujourd'hui. Nous, on apprend à parler votre langue. Mais dans ces années-là, il a bien fallu qu'ils apprennent à parler la langue des premiers... De la majorité? De la majorité, oui. Puis apprendre à vivre comme eux aussi. Puis apprendre à élever leurs enfants comme nous élevions nos enfants. Tu sais, il a fallu qu'ils s'adaptent à nous. Tu vois? Puis tu vois, le temps a bien passé, bien des années. Et puis c'est nous qui nous adaptons aujourd'hui. Quelle histoire! Hein? Tu vois, moi, c'est un sentiment, c'est une impression que j'ai pas toujours eu, mais que j'ai depuis un certain temps, comme quand j'ai commencé à travailler, si on veut, Alexis. Un homme et son péché. Alexis, c'était le gars qu'on n'arrivait pas à garder dans le village. Oui, parce qu'il était plus indien. Ben c'est ça, j'ai tout le temps eu l'impression, mais on l'a jamais décrit comme ça à la télé et tout. Tu vois, pour moi, Alexis, c'était plus un Indien qu'un Blanc. Tu sais, peut-être que... Puis tous les Indiens qui regardaient Séraphin, ils prenaient Alexis, tu sais, ils disent parce qu'il a vécu chez les Indiens, qui est comme ça. Et as-tu l'impression que ça existe encore, ça? Ces traits de caractère-là chez les Québécois, Je pense que c'est quelque chose qui survit. Mais moi, je le sais, par exemple, il y a des fois, là, que des gens que je rencontre, j'ai dit, lui, il y a de l'Indien, c'est sûr. Tu le sais, tu le sens. Y a-t-il des choses que la langue, si je savais parler l'inou, on parlerait autrement. Qu'est-ce que ça changerait sur ma vision du monde ou sur comment je m'explique le monde? Si tu parlais Innu, là, il y a bien des questions, des genres de questions que tu me poserais pas. Parce que tu comprendrais, parce que... Tu veux-tu dire que je te pose trop de questions? Non, mais si tu parlais Innu, si tu parlais ma langue, comme moi je parle la tienne, tu sais, on n'aurait peut-être pas besoin de se parler tant que ça. Parce qu'on verrait la même chose. Donc, on aurait besoin de beaucoup moins de mots. Nous avons eu des mères indiennes, quelques pères aussi, mais surtout des mères. Leurs voix nous ont bercés. Comme les 3/4 des Québécois d'origine canadienne-française, j'ai moi aussi une ancêtre autochtone.
Je découvre dans ma généalogie une famille dont la descendance s'est plusieurs fois liée avec les Premières Nations. J'y compte 92 liens de parenté. Je reconnais également les noms d'interprètes et d'explorateurs fameux qui ont vécu avec les Amérindiens, qui ont été adoptés par eux. Les Couture, Marcellet, Perrault, Pelletier, Lefebvre. Sans compter tous ces colons qui, le temps d'un voyage de traite, ont aussi cédé à la magie des bois. La colonie a peiné au début. C'était pas vraiment une colonie. Tout le monde voulait s'en aller dans le bois. Comment tu veux faire un village? T'as beau essayer de faire un village, le curé, tu perds tous tes hommes. En 1685, 80 des jeunes hommes s'en allaient dans le bois, ils ne revenaient plus. Ils haïssaient l'agriculture pour mourir. La chasse. Puis ils n'avaient pas de besoin. Tu sais, puis tu t'en vas dans le bois, là, tu fais la chasse, la trappe, puis tu fais aussi du voyagement, puis tu découvres. C'est-à-dire que cultivateur, en 1685, d'abord, tu travailles fort. Tu as le curé sur le dos, tout le temps. Tu as des charges, puis tu as des taxes, puis tu as des obligations, puis tu n'es rien du tout, puis tu n'es pas traité si bien que ça. Donc, regarde, des femmes, je peux en avoir dans le bois, je peux sacrer mon camp. Ça, c'est un grand fantasme de la culture canadienne-française. Si tu vas vivre dans le bois, ça se passe comment? Tu deviens comme les sauvages, mais tu es un métis. Puis c'est quoi vivre comme un sauvage? Tu es nomade. Tu vis de chasse. C'est une toute autre mentalité. Ils s'en sauvageaient parce que c'était la liberté. Et puis ils vont vraiment le faire. Et ça, c'est d'une richesse qu'on l'a caché dans notre histoire. Les Indiens nous ont fasciné nos ancêtres. Ils ont parlé leur langue. Et là, le sang s'est mêlé, mais aussi la connaissance, puis aussi la sensibilité de la nature. Alors, tant que tu restes franco-français, t'es dans le trouble, t'es pogné pour rester à Québec. T'es dans l'habitation de Québec. T'es un aristocrate avec ta perruque, puis tes petits bas, puis tes petits collants de soie. Là, t'es pris. Tu peux pas faire grand-chose. Mais si tu sors de là, puis tu t'en vas dans le bois avec les Indiens, là, tu viens de découvrir l'Amérique. C'est ce qu'ils ont fait. Puis nous sommes les descendants de ces gens-là. Nous sommes vraiment les descendants de ces gens-là. Moi, je suis pas descendant de Frontenac, ou du marquis de Courcelles, ou du... on est des descendants des coureurs de bois, métissés. Et très rapidement, on va avoir une première génération. Ouais, c'est ça, on va ça, appeler des Canadiens. La deuxième génération, on va être des Canadiens. Les autres sont nés ici. Ça s'appelle Néromonti. Louis Joliette. Cette génération-là. Puis là, tu continues la tradition, puis tu vas créer tout un monde qui est un monde franco, je dirais, amérindien, qui constitue une des plus grandes parts de notre histoire à nous. On est là pour chercher une identité, puis on ne connaît même pas d'où on vient encore, puis à quel point on a été influencé puis façonné, puis à quel point on a appris d'une civilisation qui en a encore beaucoup à nous apprendre, j'ai l'impression. C'est une société qui valorisait énormément le jeu, mais c'était la communauté qui l'emportait. C'était la continuité de la communauté. Donc, c'était une société qui avait une sorte de santé mentale générale, où ils savaient faire le lien entre je suis responsable de ce que je fais, puis en même temps, j'appartiens à une communauté. Ce que le monde occidental va avoir tout un problème à gérer. Le moi va devenir trop important, ou la communauté va écraser le monde. Effectivement, l'Occident, la France, l'Angleterre, aurait pu apprendre beaucoup. Nous autres, ça nous est resté, oui, parce qu'on a été très algonquinisés, on est devenus... Tu sais, je regardais ici, là, juste dans les Laurentides, les villages, je vois des vieilles photos des premiers colons. C'est des Indiens. Où est-ce qu'ils sont devenus, les Indiens des Laurentides? C'était des Algonquins Ouescarini. Les Indiens, d'ailleurs, il n'y a pas un seul toponyme qui parle des Ouescarini. Ils sont devenus colons cultivateurs, ils sont devenus des Canadiens français. Là, tu ne sais plus, là, des Canadiens français, ils ont changé leur nom. Puis soit les curés qui ont changé leur nom. Mais tu vois leur visage, tu vois bien que c'est des Indiens. Mais ils ont amené leurs valeurs, c'est sûr. S'ils ont amené leurs valeurs avec tout ça, et ça nous habite aujourd'hui. Ce serait un travail d'une génération, peut-être de deux,
de retrouver ces valeurs-là, mais de les valoriser. De les valoriser. De les mettre de l'avant. C'est-à-dire pas de les retrouver parce qu'ils sont là, mais de les identifier et qu'on en soit fier. Être fier de ça, puis de bâtir aussi une société autour de ça. Parce que c'est une force. Mais c'est parce que là, c'est toute une autre histoire qu'il faut raconter. En fait, une maudite phrase facile, savoir d'où on vient. Il faut tout démancher notre histoire nationale puis la rebâtir. C'est un beau contrat. Ça veut dire qu'il faut écrire 25 romans extraordinaires qui n'ont pas été écrits. Comment ça fait des films? Il faut faire 25 films qui n'ont pas été tournés. On a des maudits beaux à faire. Ben oui. Moi, si j'étais premier ministre, là, ça serait mon premier souci. Je regarde, on y va. On va refaire le... On fait le cadre complètement. Je ne veux plus entendre parler de Séraphin Poudrier. Fini. Regarde, il est barré sa liste. Saurons-nous un jour nous rêver à partir de nos vraies racines et rattacher le fil rompu de notre histoire? Dans nos origines, il reste ce point aveugle un peu qu'on a besoin d'aller fouiller. Parce que toi, quand tu étais petit, t'as jamais pensé que ton père ou ta mère pouvaient être amérindiens? Il y a toujours eu une vague fierté. Ça n'a jamais été clair. Mais à quelque part, j'aurais toujours aimé ça. Ah, c'est exactement ça. Moi, là, je me souviens que j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un me garantisse mur à mur que je suis pas métisse, que je suis amérindienne, OK? Puis, ce qui m'est revenu l'autre fois, c'est que ma petite cousine Yolande, OK, disait à mon père, « Mais toi, mon oncle Maurice, t'as l'air d'un Indien. » Elle disait ça à mon père. Et moi, ça me faisait un plaisir fou. Mais moi, je m'en suis imaginé des histoires, là. Tu sais, que j'étais... surtout que j'allais beaucoup en forêt avec mon père. J'allais dans le bois. Lui, tu sais, il me montrait quand on allait à l'automne puis que les feuilles étaient tombées. OK? Il me montrait à marcher dans le bois en glissant mes pieds en dessous des feuilles. Parce que si tu écrases les feuilles, tu vas faire du bruit puis les animaux vont se sauver. À marcher contre le vent, à marcher... Ça fait que moi, dans mon roman personnel, là, quand j'étais enfant, là, j'étais amérindienne, tu sais, mais mur à mur, là. Ça fait que oui, les choses, comme, tu sais, comment elles se transmettent, tu sais. Regarde la fameuse phrase pour annoncer les bébés. Ouais, bon, les sauvages sont passés, OK? Bon, comment on peut comprendre ça, les sauvages sont passés? C'est ça que je te dis, il y a quelque chose Alors que ça a souvent été, les sauvages, ça a souvent été lié à quelque chose de négatif. Comme on n'est pas des sauvages. Ouais. Ça existait en même temps que les sauvages sont passés. Ouais. C'était deux expressions. Une qui semble être positive, parce qu'il y en a une qui apporte les bébés, la vie, la descendance, c'est quand même pas n'importe quoi. Ouais. Puis l'autre, on n'est pas des sauvages, Ouais. On fait pas partie de cette équipe-là. On n'est pas des sauvages. Écoute, ce qui est évident, là, on n'a pas besoin de passer notre temps à le dire. T'sais? Alors, si on dit tout le temps « on n'est pas des sauvages », là, on a peut-être un petit doute là-dessus. Hein? Ça fait que moi, je me dis que j'aime ça, me dire ça, de toute façon, que quand on dit « on n'est pas des sauvages », c'est l'inconscient qui parle et qui revendique contre le conscient qu'on est des sauvages. C'est-à-dire que le fait qu'on ait refusé qu'on soit comme eux, qu'on vive comme eux, qu'on leur ressemble, qu'on... tu penses que c'est un peu ça aussi qui s'est transmis par après, ce secret-là qu'on avait d'une famille à l'autre? Dans la difficulté qu'on a maintenant à se rencontrer, ça va te sembler paradoxal, ce que je dis là, parce que nos racines communes devraient faire qu'on se rejoint plus facilement. Mais tu vois, moi, je pense que notre culpabilité, entre autres, notre foutue culpabilité, on est coupable du choc des planètes, nous autres. Les Québécois, c'est épouvantable.
Mais je pense qu'il y a quelque chose de ça, tu sais, d'une trahison vis-à-vis de nous-mêmes ou d'une trahison vis-à-vis de nos proches. Et ça, c'est difficile à vivre. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, tu sais. Il y a quelque chose qui a de la misère là, à s'engrener encore. Puis ça, je te dirais que ça, c'en est une des traces là, qu'on porte malheureusement. T'sais. Nous sommes depuis longtemps silencieux devant les injustices et les dépossessions infligées à nos proches. Pourtant, en 1837, les patriotes avaient inscrit l'égalité de droit pour les Indiens en tête de liste de leur constitution. Quand avons-nous donc cessé de nous voir comme des frères? Allô, on dit bye-bye. C'est beau. On a fait ça pour toi, là. Tu fais pas ça tous les ans. Aujourd'hui, nous assistons à la rencontre de deux personnes uniques. Deux univers, un amour. Lorsque je les ai rencontrées, dès la première fois, elles m'ont semblé amoureuses. En 20 ans, j'aurais jamais cru voir ma mère autant heureuse. Gardez votre fierté et tous les petits trucs qui font que vous êtes ravissantes ensemble. Je vous aime et que votre amour règne pour les années à suivre et surtout félicitations. Alors que vous joignez les mains, soyez conscientes, où que vous soyez, que l'amour universel vous soutient, vous enveloppe et vous protège. C'est pourquoi c'est avec un immense plaisir et une grande joie que je vous déclare mari et femme. Excusez. Que je vous déclare mariés. Vous pouvez vous embrasser. Excusez-moi. Louise et Nancy, le plus beau récent couple marié du Québec. L'escalier, c'est ton idée, ça? Oui. C'est au centre de l'école, puis c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment que ce soit au centre de l'école pour vraiment que tout le monde le voit. Tout le monde prenne conscience qu'ici à l'école, nous autres, on est une école qui est ouverte à la diversité. Parce que je pense qu'ici, au Québec, comme on dit, vivre et laisser vivre, déjà dans les campagnes, je veux dire, même si tout le monde se surveillait d'un petit village, quand tu étais rendu dans ton rang, tu étais libre. Mais je pense qu'on a gardé de ça. On n'est plus tolérant. On veut juste, si on va pas à la limite de la liberté des autres, on accepte pas mal n'importe quoi. Ça serait dû à quoi? Oui, je pense, ben, comme prof d'histoire, j'ai une petite théorie. OK. Ben, comme on dit, on a pris le bois de bonheur. C'est-à-dire qu'on est venu en Nouvelle-France pour la liberté, je pense. Tu parles de la Nouvelle-France, justement. Penses-tu qu'il y a eu une rencontre qu'on a effacée aussi dans nos livres d'histoire? Oui. À cause de la religion, justement, à cause de la religion catholique qui a plus ou moins écrit notre histoire? Oui. Moi, je crois pas que nos ancêtres, pour survivre, en tout cas dans le premier 150 ans, ils devaient pas être si catholiques que ça. C'est-à-dire, pour aller vivre avec les Amérindiens tout l'hiver, il fallait qu'ils mettent de côté toutes sortes de choses. Et puis, je pense qu'ils l'ont fait avec plaisir. Puis on a beaucoup acquis de ça. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus libre, plus débarrassé de certaines choses. Moi, je nous vois comme plus libres, fondamentalement. Puis je pense que c'est notre côté sauvage. Ça reste très divisé dans notre génération, ceux qui veulent se marier puis ceux qui veulent pas se marier. T'sais. Moi, je veux pas me marier. Surtout surpris, c'est ceux qui veulent. Tu comprends? Je vais porter un toast au bonheur de Daniel et Nicole et leur souhaiter encore beaucoup de bonheur ensemble et beaucoup de bonheur avec nous. Au moins un autre 30 ans. Au moins un autre 30 ans. Santé. Notre histoire à Nicole et moi a fait que
On n'a jamais eu de date pour fêter nos années. J'ai déjà entendu ça. Parce que pour nous, ça faisait partie de nos valeurs, notre façon de voir les choses. Il n'a jamais vraiment été question de mariage. C'est comme si on n'avait pas besoin de ça. Hein? On partageait le quotidien, on partageait, c'est ça, des valeurs. On voulait avoir des... On n'avait pas besoin de s'encadrer. Puis on n'aime pas trop les cadres. Alors, j'avais envie de vous dire que cette union libre-là, elle dure, oui, depuis 30 ans. Et c'est une des choses les plus merveilleuses et les plus extraordinaires que j'ai vécues. Nous avons depuis longtemps l'un des plus hauts taux d'union libre au monde. Comme si, dans les années 60, nous avions simplement renoué avec une culture que nous portions déjà. Moins rigide, moins autoritaire, d'une certaine façon, moins patriarcale. Bonjour, monsieur. Pardonnez-moi, j'ai commis un acte de vol de canette Monster à votre Canadian Tire. J'écris cette lettre à vous par preuve de respect et savoir-vivre. J'ai agi de cette façon pour me tester. Je croyais que j'étais invincible face au système. Mais je me suis vite aperçu que je ne le suis pas. Je suis reconnaissante du processus de réparation que vous avez choisi. Encore une fois, pardonnez-moi, je vous remercie de m'avoir conscientisé sur mes gestes. Je ne referai plus la même erreur. J'ai un avenir qui m'attend. C'est très bien. Merci. Je pense que tu es consciente du geste que tu as commis énormément au travers de ça. Puis je pense que c'est important. Je pense que la portion que tu fais là est importante pour toi. Toi, as-tu d'autres choses que tu souhaites dire, M. Bibeau? Je trouve ça full bizarre parce que je pensais pas que genre un patron du Canadian Tire, genre, il pouvait être aussi genre humain, là. Je me rends compte que c'est quelqu'un là qui travaille là, pour gagner sa vie, là. J'ai 2 enfants. Tu sais, j'ai un gars de 18 ans, j'ai une fille de 21 ans. Ouais, c'est pas bien loin de toi, là, dans l'âge, là. C'est à peu près la même chose. J'aurais pu leur arriver à la même chose, j'aurais pu essayer la même chose que toi d'essayer de voler, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est possible que je fasse une photocopie? Oui. Oui. Voici, on met les... Parfait. Ici, à Victoriaville, c'est la 4e personne qui vient me rencontrer pour me donner des lettres d'excuses comme ça. Je les garde toutes. Je les ai dans mon bureau, je les garde. Pour moi, ça a une importance. Puis je trouve ça le fun au travers de ça. Par rapport au modèle canadien, par rapport au modèle, même par rapport à la France, il y a quelque chose. Quand les gens viennent nous voir, les Canadiens anglais, quand les Français viennent nous voir, ils disent qu'il y a quelque chose de différent ici. Et puis, on pourrait s'avancer sur ce qu'il y a de différent. En fait, une des grosses différences, c'est que l'idée de straciser les auteurs d'actes criminels et les personnes qui commettent est beaucoup moins présente. C'est comme s'il y avait une tolérance plus grande, un esprit de conciliation plus grand, une compréhension plus grande à l'égard de la possibilité qu'on puisse commettre des gestes qui sont des fois difficiles à comprendre ou qui heurtent les gens. De qui découle la justice vis-à-vis des jeunes, justement? Qui est responsable de la justice par rapport aux jeunes au Québec? Encore là, le Québec est particulier. C'est la seule province qui confie toute l'organisation des services pour les jeunes contrevenants. Donc, une fois qu'un jeune contrevenant est rentré dans le système, bien entendu, tu as le ministère de la Justice qui s'occupe de l'administration de la justice, pareil comme des adultes et des choses là. Mais à partir du moment où il y a des services qui doivent être pris, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'occupe de ça. Alors que toutes les autres provinces canadiennes, c'est le ministère de la Sécurité publique qui s'occupe de ça, le même que les adultes. Donc, on voit très bien que
à l'égard des adolescents, c'est service social, c'est le côté sanitaire, c'est le côté éducatif, c'est le côté réadaptatif qui est privilégié plutôt qu'un côté de punition. Un des mots qu'on utilise souvent, c'est le dialogue. Le dialogue, on doit discuter, on doit mettre les choses... Alors, on est loin de punir, de châtier. Moi, je me souviens, mon oncle était criminologue. Il travaillait sur la libération conditionnelle. Donc, c'est lui qui partait souvent en avion avec un juge chez les Inuits. OK. La cour itinérante? Peut-être. Ça devait s'appeler comme ça. Ça devait s'appeler comme ça, la cour itinérante. On leur avait installé une prison. On leur avait imposé notre système. Puis là, bon, on leur avait dit, bon, quand un tel commet un crime, ben, tu l'enfermes. Puis là, ben, une fois de temps en temps, on va passer. Puis le juge va être là. Fait que on va pouvoir les juger puis les accuser. Et donc, le gars était accusé. Donc, il le mettait dans l'avion pour l'amener à Amos en prison. Puis là, il voyait tout le village passer dans l'avion pour y dire au revoir aux criminels. Puis là, il comprenait pas pourquoi. Mais il s'est rendu compte que, bien souvent, le crime avait été pardonné ou avait été réglé, l'harmonie était revenue. La personne avait eu le temps de réparer ou il avait trouvé une solution. Et donc, le but, donc tout leur système judiciaire, dans le fond, était basé sur ce que mon oncle appelait l'harmonie. Tant que l'harmonie régnait dans le clan, ben, il n'y avait plus de crime. Les Jésuites observent très rapidement, quand ils voient les conseils que tiennent les Hurons à Québec au début du 7e siècle. Alors ils disent, c'est assez incroyable, ils s'assoient en cercle, ils discutent, chacun respecte la parole de l'autre, chacun parle à tour de rôle, chacun reprend les principaux arguments du précédent pour poursuivre. Et nous voyons que la République est possible. C'est-à-dire que dans leur idée, en dehors de la monarchie, c'était l'anarchie. Et la République, avec l'idée que le peuple soit responsable, le pouvoir vient du peuple, c'était inimaginable. Et c'était donc le désordre obligé. Alors, ils voient que la République est pensable et qu'elle ne conduit pas nécessairement à l'anarchie. Mais qu'elle existe. Et qu'elle existe chez les Indiens. Ah, ils ont là un exemple. Ils ont là un exemple sous les yeux et ils en sont frappés et impressionnés, émus très rapidement. Et ils parlent donc d'égalité, de fraternité, de la République, de liberté et République et du droit au bonheur. Donc les grands thèmes modernes se développent dans l'interaction et dans le discours avec et à propos des Autochtones. L'historien Wendat Georges Sioui écrit que la pensée amérindienne est circulaire et matricentriste. Inspirée de l'observation des cycles naturels et des valeurs maternelles, c'est une culture attentive à tout ce qui favorise l'harmonie. Quand j'arrive dans ce système comme plaideur, et ensuite juge de première instance, et ensuite juge d'appel, le système est un système qui est fondé sur un seul modèle. Ce modèle-là est fondé sur l'antagonisme, bien sûr. Les parties s'opposent l'une à l'autre. Ce modèle est fondé sur la polarisation des positions. Elles ont des positions qui sont extrêmes. On veut gagner sa cause, donc
on les prend. Et ce modèle n'est certainement pas fondé sur la possibilité d'expression du conflit par les parties belligérantes. On les garde vraiment dans l'enceinte des règles de preuve, des règles de procédure. On n'en sort pas. Alors, c'est un modèle qui est un modèle fondé sur l'antagonisme. C'est le seul modèle qu'on a. Quand la médiation trouve sa voie à l'intérieur du système judiciaire, et c'est pas une médiation, c'est la médiation qui s'intègre parce que les juges deviennent juges médiateurs, on amène côte à côte un modèle médiationnel qui est fondé sur le dialogue et qui est fondé sur la transaction ou l'entente. Alors, un modèle où il n'y a pas d'antagonisme, mais il y a de la collaboration, un modèle où on vise la solution négociée plutôt que le jugement. Et ce modèle-là vient prendre sa place tout doucement à côté de l'autre complètement. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Que ce soit devant un tribunal administratif, devant la Cour du Québec, la Grande Cour de droit commun, Cour supérieure, ou la Cour de plus haute instance du Québec, vous avez le droit comme citoyen, sur simple demande, à avoir un juge médiateur qui enlève sa robe et qui s'assoit avec vous et qui vous aide. Ça, c'est le solage même de la justice qui est fondamentalement changé. Chez nous, on a donc une justice hybride, intégrée à tous les paliers et dans tous les secteurs du droit. Donc, c'est quand même un système c'est-à-dire une façon de faire qui enlève du pouvoir à une institution très importante pour en donner plus aux gens, les responsabiliser, comme vous avez dit. Vous avez même dit les gens ont participé. Donc, il y a déjà une pensée qui est fondamentalement beaucoup plus proche du peuple, ou beaucoup plus proche du cercle. Oui, c'est vrai. Que de la pyramide. C'est tout à fait exact. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, vous voyez que nos origines... Pour que ce soit accepté, il faut quand même que ceux qui sont en haut acceptent. De partager. Puis là, tranquillement, ça aplanit, si on veut, cette structure-là qui est à la base pyramidale. Le juge médiateur va partager le pouvoir avec les autres et vous nous ramenez au cercle amérindien. Je trouve ça extrêmement intéressant comme image, mais c'est vrai que c'est un partage de pouvoir que l'on fait. Et c'est ça la refondation de la justice. Il n'y a plus que quelques individus qui, au sommet, déclarent le droit et définissent les solutions aux litiges et aux conflits. Maintenant, on répartit la recherche des solutions dans un groupe et on s'assure que les solutions soient meilleures et plus viables. Mais vous avez raison, chez les Amérindiens, on est tout en consensus, on consulte et on réfléchit avant l'action. Mais connaissez-vous vos origines? Mes origines, je suis une Gaspésienne. Alors, mon grand-père était un pêcheur du Golfe, aux Méchins, les Méchins. Pêchait la morue. À l'époque, on pêchait le saumon à l'arrêt. Et il pêchait le homard. Et, ça se passait comment au niveau de la famille, des règlements de compte, des chicanes, des... Alors, il n'y a pas de père chez moi. Le père est dans le bois 10 mois par année. Alors, c'est 6 frères et une petite sœur toute jeune, élevés par une mère. Et le père, quand il arrive chez nous, écoutez, c'est la fête, là. C'est notre père, le géant, qui arrive. Et quand j'étais assermentée à la Cour supérieure, il venait de mourir. Et je lui ai rendu hommage devant toute cette assemblée qui, sans doute, n'avait pas beaucoup connu de Forestier. Et je lui ai rendu hommage en disant, mon père, c'est la sagesse. Il était, quand j'y pense, plus près des loups et des ours qu'il n'était de l'être humain. Mais quelle sagesse! Hein? Mon père m'a appris à marcher en forêt. Mon père, il parlait très peu, il disait « On monte une montagne comme on marche dans la plaine, on ne change pas sa cadence. » Et c'est très sage. Et il a arpenté toutes les forêts les plus denses de la Côte-Nord sans jamais tenir une arme dans ses mains. Et je me souviens, quand il était vieux, il se désolait des berges ensablonnées de la rivière Moisie parce qu'on y avait pratiqué des coupes à blanc. C'est pas comme ça qu'on coupe des arbres. J'ai fait ça au mariage à mon voisin l'année passée. Il se mariait dans la ferme. Puis après le souper, tout le monde est sorti. J'ai dit à mon voisin, veux-tu que j'appelle ta chorale? Il a dit, t'es pas game.
J'ai tout appelé, ils sont venus se corder sur le bord de la clôture puis ils nous ont chanté des chansons. Ah non, ils vont tous venir. Même les veaux. Tu vois, là, je pense qu'il en reste pas. Ah oui, il en reste du long de la clôture. Le bœuf, c'est lequel? Ben là, pour moi, il y a un ami. Il est en arrière, une grosse bosse rouge, là, dans le centre du troupeau. Là. Regarde, la tête est au-dessus de la vache. Ouais. Ça, c'est le taureau limousin. T'es aussi sur des tables de concertation. Ouais, un petit peu, oui. On est impliqués par nos temps libres. Un petit peu, tu dis, je pense que t'en fais 3. Table de concertation, j'en ai 2. La capitale nationale, la table agroalimentaire de la capitale nationale, puis la table agroalimentaire de Portneuf. Donc, dans le fond, c'est un groupe de personnes qui aident un projet. Vous aidez quelqu'un arrive avec un projet. C'est ça. Finalement, vous l'aidez à le réaliser. Oui. Tout le monde peut donner un peu son grain de sel à dire oui, mais moi, je le verrais comme ça, le projet. Avez-vous vu ça? Avez-vous pensé à ça? Ça te donne un autre vue de ton projet en le montrant à d'autres gens qui sont impliqués dans le milieu, qui viennent du milieu, puis qui sont intéressés à donner un peu de leur temps là-dedans. Admettons qu'on emmène un dossier qu'il faudrait faire passer au vote, puis que c'est 4 contre 5. Le dossier, est-tu crédible? Moi, de gars, je me pose la question, comme promoteur, si mon dossier est pertinent. Rendu là, si t'es obligé de le faire voter. Mais ça se passe-tu le même? Ça se passe par vote? Ça arrive souvent au vote? Ou... De mémoire, non. Des fois, on va dire, bien là, il faudrait prendre le vote, mais on va leur travailler à la place, puis de concert avec le promoteur, pour que lui fasse avancer ces choses, pour que tout le monde soit en accord avec son projet, sans le dénaturer. Peu importe l'avantage, qu'il soit gros ou petit, s'il bénéficie pour tout le monde, bien, c'est un avantage, puis les gens ont gagné à l'avoir. Là. Puis on a travaillé pour, oui, mais on aime ça. C'est un peu une folie. Dans la logique québécoise, dans les entreprises, on a beaucoup de comités de ceci, comités de cela, des lieux où on se parle, de la même manière qu'on le fait au niveau collectif dans la société. Vous allez voir dans aucun pays démocratique autant de... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos problèmes, il y en a, on voit aujourd'hui. Mais le nombre de commissions parlementaires, le nombre de comités de ceci, commissions de cela qu'on fait, c'est qu'on a besoin de créer des espaces de parole. L'espace, je dirais, la parole dans le mode québécois, ça fait partie des pratiques managériales. Et pour ça, ben, il va falloir que j'écoute tout le monde. Donc vraiment, la discussion, la conversation est très présente. D'ailleurs, je l'ai vu souvent des Français qui arrivent ici, ils ne supportent pas ça. Ils disent, ben, quand est-ce que ces gens-là travaillent? Le patron donne des ordres, l'ouvrier va ou le superviseur va faire exécuter ça. Pourquoi discuter? Pourquoi avoir leur avis? Alors, si c'est comme ça, pour qu'il y en a un qui est patron, qui est l'autre qui est ouvrier. Alors qu'ici, on n'est vraiment pas dans cette mentalité-là. Donc, c'est très évident dans les PME. Et est-ce que c'est moins productif? Est-ce que ça donne de moins bons résultats? Bien au contraire. Dans la mesure où toutes les activités, c'est basé sur une espèce de consensus. Alors, parfois, le mot consensus est peut-être trop fort, mais n'empêche que tout le monde sait pourquoi on est en train de faire ça. Il y a une espèce d'appropriation de la décision. C'est comme si moi-même, personnellement, j'étais impliqué dans cette affaire-là. Donc, ce qui est très intéressant, très, très intéressant, et qui donne la possibilité de proposer des choses, améliorer des choses. Et c'est pour ça que nos entreprises sont flexibles, c'est pour ça que nos entreprises sont, dans beaucoup de secteurs, en tout cas des entreprises innovantes. Tout ça, ça vient du fait qu'on n'a pas fait une prison stricte comme on le fait dans les méthodes de gestion qu'on enseigne dans les écoles de gestion, mais on va au-delà de ça et on laisse aux gens la possibilité de parler, la possibilité de discuter, négocier. Et c'est à travers tout ça qu'une espèce d'idée collective, ou en tout cas l'intelligence collective qui s'exprime à travers tout ça. Et ça, je pense que ça vient de ce désir, encore une fois, d'une société où l'harmonie, c'est dans le consensus. Un état d'esprit s'est imprégné en nous. Un esprit qui inspire encore la plupart de nos choix collectifs, mais qui pourrait bien disparaître avant même d'avoir accédé à la conscience. Je nous vois aujourd'hui comme jamais prêter l'oreille au discours de l'individualisme et du chacun pour soi. Je nous entends chaque jour un peu plus dénigrer les solidarités et les espaces de parole que nous avons construits.
Je pressens leur fragilité. C'est une garderie autochtone parce qu'on donne une priorité d'accès aux enfants qui sont issus des communautés autochtones. Par contre, les enfants qui ne sont pas issus des communautés autochtones, les Tigoujis, comme les Blancs, comme toi puis moi, mais aussi ils ont, ils ont leur place ici aussi. Parce que c'est une garderie qu'on veut inclusive. On veut que les enfants qui sont de cultures différentes, qui n'ont pas le même bagage culturel, puissent se côtoyer. Surtout qu'à Val-d'Or, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues des Premières Nations, surtout des Algonquins, les Anishinabés. Puis, c'est important qu'ils se voient tout de suite quand ils sont jeunes. Parce qu'on s'est rendu compte que le racisme disparaît aussitôt que tu connais un Autochtone, que tu connais un Anishinabé. Tu n'es plus raciste, tu ne peux plus l'être. Tu ne vois plus ça comme un groupe homogène, c'est des individus. Puis c'est ça qu'on fait ici. Il y a un enfant qui me disait « Ah, je suis content, je vais graduer, je vais devenir un autochtone. » C'est un petit gougie, un petit blanc. Il était content, lui, pour devenir vraiment, là, il avait fait son cours d'autochtone, puis il graduait pour devenir... Je vais devenir... Oui, il était content, il était pour devenir un autochtone. Ah, oui, oui. Mais si on demande aux enfants, qui est autochtone ici, la plupart vont lever leurs mains, autochtone ou pas autochtone. De toute façon, on n'en fait pas, on n'essaie pas de les différencier non plus quand on donne l'enseignement. On n'essaie pas de dire, ben toi, t'es pas autochtone, toi, tu l'es. Et, à un moment donné, ils se sentent tous parents. On fait toutes partie de la même gang. Puis ici, j'ai cette impression, des fois, qu'on refait quelque chose qui existait il y a 400 ans. Ce rapprochement-là de vivre vraiment... parce que c'est un milieu de vie, hein, la garderie. C'est pas... c'est vraiment un milieu de vie. Dormir, manger ensemble, se promener, jouer ensemble. C'est plus qu'un milieu de vie que l'école, même. Je pense, oui, ça devait ressembler à ça, peut-être, là 400 ans. Qui a duré quand même un certain temps. Pourquoi on dirait qu'aujourd'hui, c'est plus présent? Il y a un point de rupture qui, je crois, est autour de la conquête, et ça relève du fait que la conquête relève d'une longue guerre, d'une longue pénible, comme toutes les guerres, qui a opposé, d'un côté, comme des alliés, les Français et les Indiens, et de l'autre, les Britanniques. Ce sont les Britanniques qui ont gagné. Les Britanniques menaient une guerre qui s'appelait la French and Indian War. Il s'agissait donc de casser l'Empire français et graduellement de tasser les Indiens pour prendre leurs terres. Les Canadiens, quant à eux, une fois conquis et défaits, s'ils veulent être reconnus, s'ils veulent avoir des éléments de survivance, s'ils veulent qu'on leur accorde une survivance, en somme, ils doivent se plier au dictat des Britanniques, d'autant qu'ils ont une grande peur, et avec raison. Les Acadiens viennent d'être déportés, ils pourraient eux-mêmes être déportés, et dans les arguments qui ont justifié la déportation des Acadiens, il y a le fait qu'ils étaient, au dire des Anglais, ensauvagés. Et effectivement, les Acadiens s'étaient beaucoup intermariés avec les Indiens, les Micmacs et les Abénaquis. Donc, pour les Canadiens, s'ils veulent être reconnus aux yeux du maître, parce qu'il se situe désormais face à la volonté d'un maître et au regard du maître. Ils doivent se faire reconnaître en fonction de ces paramètres. Et ils doivent, à cet égard, se faire reconnaître comme civilisés. S'ils se définissent comme étant des Indiens ou proches des Indiens, on va simplement les exproprier et les refouler. Et les Canadiens vont toujours ultérieurement éviter de se définir eux-mêmes comme étant métissés, d'autant que se développent au 19e siècle toutes les théories racistes, les thèses sur les peuples arriérés qu'il faut inscrire dans la civilisation. Et donc, les Canadiens
comme colonisés, devant l'œil du maître colonial, ils doivent prendre leur distance par rapport aux sauvages en disant « jamais nous, nous sommes purs Français ». Et en somme, dans ce discours, ils renoncent à une grande partie de leur mémoire, une grande partie de leur histoire, une grande partie de leur identité, qui est celle de la proximité. Évidemment, avec la création des réserves, de cette politique de ségrégation, la proximité des Canadiens anglais comme français et des Indiens est fatalement réduite parce que les Indiens sont refoulés, ont un statut à part, ils sont sous l'autorité du pouvoir britannique, ils n'ont pas le droit de libre circulation sur le territoire, etc. Comme si on refusait finalement l'histoire qu'on avait vécue avec eux. Puis... Je pense que cette peur de passer pour les sauvages, ça fait partie de la honte de soi. Ça fait partie de la honte de ce que nous avons été, comme si ça avait été une erreur d'avoir été à proximité des Indiens. Alors qu'au contraire, c'était une source d'inspiration, une source de questionnement, une source d'enrichissement mutuel, une source d'emprunt mutuel. C'est une expérience qui nous a profondément marqués et dont il faut cesser d'avoir honte. Il y a une part sauvage en nous et il y a une part métisse en nous, au plan biologique certainement, mais principalement au plan culturel. Il y en a toutes sortes de traces qu'on ne peut jamais identifier comme étant exclusivement d'origine indienne, mais il y en a une grande partie qui tiennent à notre amour de l'espace ici, la pêche, la chasse, à nos hésitations face à tout ce qui est extrêmement hiérarchique, au doute probablement, au doute sur soi, un certain relativisme culturel, peut-être une part de tolérance également, certainement peut-être aussi une part qui renvoie à l'espace communautaire, une part qui renvoie à la place des femmes. Qui est plus important. Une place qui renvoie à la manière d'élever les enfants. Encore une fois, on ne peut jamais faire le lien direct en disant « ceci explique cela », mais il y a des éléments de compréhension des traits qui nous caractérisent et des traits qui caractérisent notre culture qui renvoient à une longue expérience de proximité avec les Autochtones. Pas supposé de s'en aller de cette façon-là parce qu'on a été longtemps à partager tout. On a été longtemps où les Québécois, les Indiens, tu sais, on était... on partageait tout, on partageait la même terre. Puis tout d'un coup, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en cours de route, là. Mais moi, je trouve aussi... Ce qu'on vous a laissé, c'est une identité. Hein? Parce que les Québécois, c'est pas de la poutine ni le crucifix, là. Hein? Le Québécois, il part de loin. Il part de sa rencontre avec nous autres. Et des amitiés et du partage. C'est ça. On a marché tous les deux, finalement. Vous avez fini par marcher sur les pas, sur les traces de pas qu'on a laissées. C'est ça qui fait qu'on est proche. C'est comme si on avait fait votre chemin avant que vous arriviez. Hein? Mais vous êtes arrivés, vous êtes là, vous êtes restés. Et puis vous avez finalement, quand on réfléchit à tout ça, c'est là où on a laissé nos traces de pas. Vous aussi, vous avez laissé les vôtres. Tu sais, parce qu'une pensée ne meurt pas si quelqu'un continue à penser de la même façon.
pense qu'il y a une espèce de malaise aussi chez les Québécois, pour ne pas dire même une souffrance. Je suis pas sûr que ça a été facile, comme tu dis, la rupture, pour les Canadiens français à l'époque. Il a fallu qu'ils renient finalement une partie de leur... une partie d'eux, en reniant la civilisation amérindienne. Et je sens que c'est encore présent aujourd'hui. Puis on essaie de ne pas la voir. Ouais, on essaie ouais. de la cacher. Il y a des gens qui, au fond d'eux autres mêmes, là, ils se disent hey, j'ai quelque chose, moi, puis je sais pas pourquoi je pense comme ça. Je me sens différent, mais je sais pas pourquoi. Puis c'est parce que à travers leur vie, ils ont eu des contacts avec des Amérindiens qui ont été... Ce contact-là a été mis de côté, a été caché. Même les grands-parents ne disaient pas. Les parents eux-mêmes ne le disaient pas. Fait que tout ça, ça a été caché, mais les gens l'ont porté, portent ça. Fait qu'ils portent une souffrance, ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche. Il y a plein de gens qui cherchent, là. Puis nous autres, il y a plein de gens qui viennent ici puis qui nous demandent, on aimerait avoir, tu sais, on aimerait savoir si on est des Abénaquis, tu sais. Mais comment savoir, nous autres? Mais on sait que ces gens-là, dans le fond, il y a des gens là-dedans qui cherchent parce qu'il leur manque. Il y a une partie d'eux autres qui peuvent pas, qui n'arrivent pas à exprimer comme il faut. Puis je pense que moi, je vois ces gens-là aujourd'hui, puis je me dis, bien, il y en a de plus en plus. Donc, il y a des gens comme ça qui cherchent. Il y a des gens qui sont ouverts puis qui voudraient avoir des liens, mais il y a des gens aussi qui se sentent coupables. Bien, ça, c'est pas mieux. Des gens qui arrivent et disent bon, ben là, on vous a bafoué, on vous a ci, on vous a ça. Mais je pense que c'est pas cette façon-là. Je pense qu'il faut refaire. Il faut refaire une première rencontre. Puis se dire les vraies affaires. Être capable de se dire des vraies affaires. Puis, en tout cas, moi, je reste bien optimiste parce que je me dis que de plus en plus, il y a des... Puis on se côtoie... que ce soit à Montréal, que ce soit en Abitibi, que ce soit en Gaspésie. Il y a des nations autochtones qui vivent un peu partout puis qui maintenant vont essayer d'être avec les autres aussi, d'être parmi les autres et non plus d'être à l'écart. On veut être avec les autres aussi. Il y a ça, il faut que ça soit des deux côtés. C'est quoi être Abénaquis aujourd'hui? C'est quoi être Québécois? La semaine prochaine à Mille et une vies, voyez Une langue commune, deux identités. Un voyage captivant à travers la francophonie canadienne.